Célébrez l'Afrique qui gagne avec la gamme 100% fruitée sélection de Presea en suivant ce programme. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Un numéro savoureux et parfumé consacré au marché des épices avec un focus en Côte d'Ivoire sur le poivre, une filière peu connue mais qui prend de l'ampleur dans le pays. D'environ 20 tonnes en 2011, la production de poivre atteint aujourd'hui 180 tonnes en Côte d'Ivoire. Elle est encore loin de répondre à la consommation nationale qui s'élève à environ 300 tonnes par an. Le poivre, vous allez le voir, n'est pas la seule épice que nous allons vous faire goûter ce soir. Au sommaire, immersion dans la filière poivre en Côte d'Ivoire à travers le portrait d'une jeune entrepreneur de 32 ans. Sa passion, les produits d'exception de la terre ivoirienne, parmi lesquels le poivre qu'elle va chercher aux 4 coins du pays. Nous allons vous montrer comment elle travaille avec les producteurs et comment elle distribue ses produits. Une très inspirante success story. Puis nous prendrons le large vers une destination de rêve, l'archipel de Zanzibar en Tanzanie. Parmi ces trésors, on trouve les épices, curcuma, noix de muscade, cannelle, mais surtout la plus célèbre d'entre elles, le clou de girofle. C'est l'or noir de Zanzibar, la deuxième source de revenus de l'archipel après le tourisme. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, on trouve du poivre de très grande qualité? Si la filière n'est pas une filière agricole majeure du pays, c'est une filière en devenir. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole a d'ailleurs mis en place un programme pour structurer le secteur. De 2017 à 2019, 88 500 000 francs CFA ont été alloués au projet de la filière poivre. Pour comprendre les enjeux du poivre ivoirien, nous vous proposons de partir à la rencontre d'une jeune entrepreneur qui croit plus que jamais au potentiel de cette épice. Elle en a fait un business. Stéphanie Kofi, chasseuse de poivre d'exception, un reportage de Samuel Trazier et Niki Kwame. Abidjan, zone 4. Cette jeune femme de 32 ans se rend dans l'une des épiceries fines bien connues de la capitale économique ivoirienne. Les nouveaux emballages qui sont arrivés, ça va, tout le monde est content. Ils sont contents. Il ne s'agit pas d'une cliente, mais d'une entrepreneur. Aux côtés de confitures, chocolats et cafés made in Côte d'Ivoire, Stéphanie Adjoa Kofi commercialise ici du poivre local, mais pas n'importe lequel. Du poivre grand cru. Une appellation plus connue pour les vins les plus prisés au monde, mais que la jeune dame n'a pas hésité à accoler à son produit. Un poivre grand cru est un poivre d'une très grande qualité. C'est un poivre qui a été sélectionné, c'est un poivre d'exception, de par son terroir ou de par sa méthode de culture ou des arômes uniques qu'il dégage. Vous trouverez le poivre Patience de Tipa Dipa de Lady Melza, qui est mon premier bébé. Alors, c'est le précurseur. Donc c'est grâce au poivre Patience de Tipa Dipa qu'on parle aujourd'hui du poivre de Côte d'Ivoire à l'international. Ce poivre ivoirien, présenté tel un produit de luxe, elle le commercialise dans 8 épiceries fines de la capitale. Un positionnement haut de gamme qu'elle assume. L'un de mes premiers objectifs, c'est qu'on apprenne, nous, Africains, à consommer les produits africains à leur juste valeur. Parce que sur notre terroir, on a des produits d'exception, on a des trésors culinaires qui méritent d'être connus. Élever les standards de consommation des Ivoiriens, un credo qui accroche les clients de cette épicerie. On a une variété de clientèle, on a des chefs d'entreprise, des chefs cuisiniers, l'Ivoirien lambda qui vient également pour acheter, également les expatriés qui viennent pour découvrir le poivre. Très souvent associé au sel comme épice au quotidien, le poivre est un ingrédient familier de nos cuisines. D'environ 20 tonnes en 2011, la production de poivre atteint aujourd'hui 180 tonnes. Mais elle est encore loin de répondre à la consommation nationale qui s'élève à environ 300 tonnes par an. Derrière cette baie se cache une palette étonnante de saveurs que Stéphanie Adjoa Kofi, cette jeune businesswoman ivoirienne, s'est donnée pour mission de faire découvrir. Depuis 2 ans, celle qui s'est baptisée chasseuse de produits d'exception d'Afrique
a décidé de valoriser des poivres qu'elle déniche aux 4 coins de la Côte d'Ivoire. Préparez votre palais pour un tour de saveurs. Ce jour-là, Stéphanie Adjoa-Kofi est en route vers le sud-est de la Côte d'Ivoire. Elle se rend à une centaine de kilomètres d'Abidjan, dans la région d'Aboisseau, vers le village de Bafia, à la recherche de la perle rare. Ici se cache un trésor qui est unique de par ses caractéristiques, un poivre. Donc aujourd'hui, nous venons rencontrer le producteur, savoir comment ça avance. Coucou, bonjour Ben. Salut Steph. Comment ça va? Ça va Fanny? Ça va. Pas trop dur? Non, ça va. D'accord, ok. Vous voulez couper? Ce producteur, c'est Monsieur Ben Afro. Il a contacté Stéphanie via les réseaux sociaux en 2019. Ils se rencontrent un an plus tard pour tester son poivre et décident de collaborer pour bonifier cette pépite. C'est vraiment une vraie trouvaille et en plus de ça, il apporte un grand soin à chaque poivrier ici. Et ça, c'est important pour moi. C'est important pour moi d'être en contact permanent avec le producteur parce que tout ce qui se fait ici se ressentira forcément dans l'assiette. Ce poivre l'a séduit par l'homogénéité de sa couleur de grain et son parfum. Mais pour dénicher un bon poivre, Stéphanie ne s'arrête pas à ses premières observations. Il y a le terroir, il y a la méthode de production qui est utilisée ici et il y a le traitement après récolte aussi. En plus des arômes, donc j'ai fait d'autres tests en fait pour déceler, on va dire, les différents arômes. Ici, sont cultivés sur 5 hectares, 8000 pieds de poivre, aux couleurs et arômes variés. Tout est produit sans pesticides, avec une méthode bien particulière. Vous voyez, c'est de la fiente de poule qu'on a compostée sur place. C'est un choix qu'on a fait dès le départ, parce qu'on a beau avoir un bon terroir, si après on utilise des produits chimiques, ça altère le goût et finalement ça se ressent sur le goût final en fait. Il y a du boulot. Pour cette récolte, ce producteur s'attend à 300 kg de poivre sec. 300 kg qui seront ensuite vendus à Stéphanie, car le producteur a passé avec la jeune dame un contrat d'exclusivité. Une chose est de cultiver, une chose est de faire le marketing, de faire la promotion. Je pense que voilà, à travers Stéphanie, on a trouvé la personne idoine. On compte sur elle pour mener le produit aussi loin que possible, quoi. Une fois arrivé à maturité, le poivre est récolté puis traité. Bonjour, bonjour la vieille. Bonjour monsieur. Ça va? L'égrainage et le tri se font à la main. Puis vient l'étape de l'ébouillantage pendant une dizaine de minutes pour débarrasser le poivre de toute impureté et faciliter le séchage. Un travail pour lequel Stéphanie tient à payer le producteur à sa juste valeur. C'est important de bien rémunérer justement les producteurs ici, de sorte à les encourager à maintenir cette qualité-là. C'est entre 5 000 et 25 000 francs le kilo. Un montant 2 à 3 fois supérieur à celui du marché. Retour à Abidjan, quartier de Riviera-Faya. Bienvenue dans l'atelier de conditionnement de Stéphanie. C'est ici que le poivre fraîchement arrivé des champs est trié, mis en boîte et étiqueté. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Les grains sont assez réguliers, il n'y a pas trop de grains à retirer. Non, non. Si on est en salle de traitement, donc dans un premier temps, on essaye de trier pour avoir, on va dire, le maximum de grains homogènes, de sorte à avoir des beaux grains, on va dire, dans nos verres, dans nos conditionnements. Et par ici, en fait, on procède au conditionnement des différents produits. Qui dit bocal en verre dit produits précieux. Donc ce sont des petits trésors, justement, qu'on met justement de ces bocaux en verre là. Donc c'est important. Et en plus de ça, on est sur des poivres qui sont quasiment bio, qui sont 100% naturels. Donc on reste justement sur le verre, justement, pour tout ce qui est écologique et tout ça. Ces bocaux en verre, Stéphanie les fait venir d'Europe. Elle les achète à 1700 francs l'unité et y met entre 75 et 85 grammes de poivre.
Le papier utilisé pour les étiquettes est lui aussi importé. Le coût de production par bocal est de 3 650 francs. Sur ce coût de revient, elle réalise en moyenne une marge de 50%. Il y a des périodes où il y a une forte sortie, comme les périodes pendant lesquelles on doit faire des coffrets, par exemple, donc des coffrets de découverte. Vu que nous sommes sur des poivres d'exception, il y a beaucoup de personnes justement qui veulent faire découvrir. Dans les périodes de mai-décembre, on peut écouler facilement près de 600 pots. Dénicher les meilleurs produits du continent et les mettre en valeur, ce n'est pas à cela que Stéphanie était prédestinée. C'est à Grand Bassam, dans sa maison familiale, que nous la retrouvons. Une maison qu'elle a quittée il y a plus de 10 ans pour aller faire ses études en France. Elle décide alors de se spécialiser dans l'expertise comptable, puis dans le lobbying, où elle décroche un MBA, avant de faire une découverte qui va tout changer. Au cours de ma dernière année de formation, j'avais avec un ami lancé une entreprise dans les cosmétiques plutôt. Et donc je venais régulièrement à Abidjan. J'ai eu à sillonner villages et hameaux, on va dire, de la Côte d'Ivoire et je découvrais à chaque fois des produits extraordinaires. Très vite, sa passion pour les trésors culinaires méconnus et mésestimés du continent africain prend le dessus lorsque sa tante lui parle de son poivre de Tipa Dipa. Elle lui fait ensuite parvenir 20 kilos en France. Je commence à justement faire des recherches pour comprendre, on va dire, le marché du poivre et je me rends compte que c'est un marché dans lequel les chefs sont à la recherche, on va dire, des poivres, des meilleurs poivres dans le monde et tout ça. Donc j'essaye de sélectionner les 3 d'entre eux. Donc l'un des premiers, le poivre de Panja, du Cameroun, que tout le monde connaît, le poivre de Belém, du Brésil, et le Kampot, du Cambodge. Et donc, je m'assois et puis je teste les différents poivres. Et là, je me dis, waouh, mais mon poivre, il a de la gueule. Stéphanie décide alors de changer de carrière. Un pari gagnant. On a été lauréat de 2 prix, dont l'un, les Épicures, le prix des Épicures, qui est un prix qui est fait justement pour récompenser tout ce qui se fait de bien. Donc le nec plus ultra de l'épicerie fine. Donc, avoir ce prix-là, ça m'a convaincu que j'étais sur la bonne voie. Pour demeurer sur la bonne voie, notre chasseuse de produits d'exception n'hésite pas à se faire conseiller par des chefs cuisiniers au palais aiguisé. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs chefs de Côte d'Ivoire qu'elle reçoit chez elle, Prisca Gilbert. J'ai invité le chef Prisca pour tester mes nouvelles trouvailles, mes nouvelles pépites, les différents poivres de Bafia qu'on a en ce moment. Donc le poivre noir de Bafia, le poivre blanc et le poivre rouge. Ce qu'elle me dira me permettra justement de compléter ma fiche technique justement pour mieux conseiller mes clients sur l'utilisation des différents poivres. Comme tout grand chef cuisinier, la chef Prisca Gilbert accorde une grande importance à tout ce qu'elle met dans l'assiette du consommateur. C'est sur du magret de canard et du poisson qu'elle va tester différents poivres. En général, on utilise du poivre blanc pour le poisson, mais ce poivre noir-là a la particularité d'être... il est minéral, il est très fin et il a des notes d'agrumes. Donc l'agrume se marie parfaitement à la chair du poisson et sa finesse ne couvrira pas le goût très léger du poisson. Pour déguster ces plats, Stéphanie a fait appel à des amoureux de la gastronomie. C'est bon. Tout le monde connaît le Bonne dégustation. Merci. Pour quelqu'un qui n'aime pas le poisson, j'ai vraiment ressenti le goût, surtout ce goût d'agrumes. Je ne sais pas si vous êtes du même avis. Moi, je suis du même avis que lui sur le poisson. Sauf que ici, au niveau de la viande, le goût du poivre est beaucoup plus subtil. En fait. C'est discret et ça fait que c'est super bon. C'est super bon. Ça sent un goût de mangue séchée. C'est top. C'était magnifique. C'est vrai qu'il a fallu rajouter un petit peu au niveau de la viande, mais ces arômes-là étaient bien présents. Un jour en cuisine, avec des consommateurs pour recueillir leurs impressions,
un autre jour sur le terrain avec des producteurs de poivre pour mieux comprendre leurs problématiques. Direction Azaguié, la plus grande région productrice de poivre en Côte d'Ivoire. Sous ce feuillage sont réunis aux côtés de Stéphanie quelques producteurs soucieux de partager leurs difficultés. Moi, je suis dans la zone d'Issia. Mon champ est à la 2e année. Le problème majeur, c'est qu'après mon planting, au bout des 2 années, là, j'ai vu que mes lianes, là, elles montent, elles sont fines de façon figurante, elles montent seulement. Ah oui, j'ai le même problème chez moi. Ah, je ne suis pas la seule. Cela répond à une technique de culture. Il faut pouvoir conduire la plante de manière à produire les branches dès la base du tuteur. L'objectif à travers ces rencontres est de produire mieux. La Côte d'Ivoire commence à produire du poivre et nous avons l'intention de conquérir une part de marché. Alors, dans ces conditions, nous pensons que nous devons pouvoir harmoniser nos productions pour avoir un produit de qualité compétitive. Après l'échange, place à la pratique pour mieux cerner les techniques qui leur permettront d'avoir des produits de qualité. J'assiste à ce genre de rencontres entre producteurs parce qu'il est important pour moi aussi de leur communiquer les exigences du marché, de partager aussi ma propre expérience sur le terrain, donc de leur faire les retours consommateurs. Et d'autre part, de mesurer l'ampleur du travail qui m'incombe, parce qu'il faut que je trouve aussi des débouchés. Parce que la raison qui m'a poussée justement à m'intéresser justement à la filière poivre, c'était que les producteurs de poivre n'arrivaient pas à évacuer leur stock de production. Pour les aider à trouver d'autres débouchés et aussi élargir son business, Stéphanie a eu l'opportunité de s'ouvrir à la grande distribution. De Plateau, Sokosé. Bonjour Emmanuela. Dans cet hypermarché, Stéphanie commercialise depuis quelques mois une nouvelle marque de poivre. Donc, madame, ici, on est loin des poivres d'exception vendus en épicerie fine. Ces poivres, ils sont vendus 2 fois moins cher à destination d'une clientèle plus large. L'idée, c'est de sélectionner les meilleurs produits, les produits de très bonne qualité de nos producteurs locaux et de les rendre disponibles en supermarché justement pour la population locale. Dans cette enseigne, où l'on retrouve en grande majorité des produits importés de l'Occident, le directeur tient à accorder une plus grande place aux produits locaux et veut encourager des jeunes comme Stéphanie. Nous avons déjà un bon retour de nos clients et c'est tout à fait ce qu'on attend aujourd'hui de nos partenaires, surtout des partenaires comme vous avec une production locale. On pousse plutôt le changement du mode de consommation vers les produits locaux et pour faire découvrir et faire connaître aux consommateurs que les produits locaux ont bel et bien leur place dans leurs courses. Mais avant de pouvoir conquérir le cœur de tous les consommateurs et concurrencer les poivres des géants de l'industrie, il reste encore à Stéphanie du chemin à parcourir. Avec un objectif, valoriser les poivres du terroir et faire de la Côte d'Ivoire un acteur qui compte dans le marché du poivre. Pressia a sélectionné pour vous les meilleurs fruits pour faire son jus 100% fruits sans sucre ajouté vous apporte une énergie 100% naturelle pour toute la famille. Pressia, vivez 100% fruité. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Mireille Kramo-Congo qui est chargée du programme Cola et Poivre au FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, Félix Kwame-Bilé, producteur de poivre à Azaguié,
Eric Vianeaka, fondateur d'Épices Moulues. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Made in Africa ce soir. Alors, quand on parle, la première question s'adresse à vous, Vianeaka. Quand on parle de richesse agricole de la Côte d'Ivoire, on parle peut-être du cacao, on va parler du café, mais pas forcément du poivre. Et pourtant, la Côte d'Ivoire produit du poivre. Et tout à l'heure, on a vu avec Stéphanie le poivre qu'elle appelait poivre de Bafia, qu'elle a qualifié de poivre de grand cru. Ça vous étonne ? Ça ne m'étonne pas parce qu'en Côte d'Ivoire, on fait des produits d'exception, à l'image de ce poivre dont elle vient de parler. Et donc, nous avons beaucoup de produits qui sont très appréciés et qui sont très peu connus, à l'image de ce poivre-là. C'est quoi la différence entre un poivre normal et un poivre d'exception? Beaucoup d'éléments sont ressortis dans le reportage. Tout dépend de la manière dont c'est produit, tout dépend de la manière dont c'est cultivé, l'entretien et également aussi le traitement post-récolte. Voilà, tout cela va déterminer la qualité. Mais en ce qui concerne le transformateur que je suis, lorsque je reçois le poivre, je vais faire attention à vérifier le taux d'humidité, par exemple, pour m'assurer qu'il y a eu un travail post-récolte qui a été très bien fait avant la transformation. Ce qui va permettre d'offrir un meilleur poivre et un poivre d'exception au consommateur final. Voilà. Alors, elle a parlé aussi du poivre de Penja, vous connaissez, au Cameroun. Est-ce que ça reste aujourd'hui en Afrique une référence? Oui, le poivre de Penja est une référence en Afrique et il s'exporte très bien en Europe et il est très bien vendu avec un prix vraiment aussi très intéressant. Vous connaissez ce poivre-là de Penja? Oui, effectivement, nous connaissons le poivre de Penja et nous-mêmes, au FIRCA, nous sommes rendus à Penja pour nous inspirer un peu de leur expérience. Ça se passe comment? Ils ont des plantations plus grandes? Comment ça se passe là-bas? Oui, en fait, à Penja, quand vous arrivez, ils vivent vraiment du poivre. On rencontre beaucoup de producteurs de poivre dans la zone, dans une zone volcanique avec une organisation de producteurs, un président à la tête et une production vraiment avec une vente groupée. Et le poivre de Penja a un brevet. Donc, c'est un poivre vraiment labellisé. Alors, Monsieur Billet, je failli dire Maître Billet parce que j'aurais pu en d'autres circonstances vous appeler comme ça. Vous êtes producteur justement de poivre à Zaguié. Quel type de poivre est-ce que vous produisez? Bien, nous produisons le poivre récolté sur une plante qu'on appelle le pépin nigrum. Le poivre est toujours récolté vert. Selon le traitement après récolte, on a un autre type de poivre. Soit c'est le poivre noir. Dans ce cas, on a séché le poivre récolté. Et si on veut un autre type de poivre, soit le blanc, on lui enlève la péricarpe. C'est en fait la membrane qui recouvre le noyau. Et ensuite? Ensuite, on le sèche. Alors, comment vous trouvez vos clients? Il y a plusieurs types de clients. Il y a les grossistes sur le marché. Les grands marchés d'Abidjan ont tous des grossistes. Et donc, ceux-là, ils nous prennent du poivre en grande quantité. À côté de cela, on a des particuliers qui achètent du poivre. Effectivement, mademoiselle Kofi Stéphanie fait partie de notre clientèle. Alors, on sent vraiment votre enthousiasme quand vous parlez du poivre, ça c'est clair et net, mais est-ce qu'il y a quand même des défis auxquels vous faites face au niveau de la filière? Oui, il y a beaucoup de défis, mais je citerai peut-être 4 grands défis. La qualification de la main-d'œuvre, la maîtrise des maladies du poivrier, la commercialisation même du produit n'est pas structurée, et ensuite le climat. La saison sèche est un facteur très terrible pour tout planteur de poivre. Donc ces 4 éléments-là doivent être maîtrisés pour que nous puissions effectivement produire en grande quantité et en grande qualité. C'est le grand problème qui existe. Vous en avez d'autres? Oui, entre autres problèmes, nous avons le manque de matériel végétal performant. Oui. Parce que... c'est quoi le matériel végétal performant? En fait, le matériel végétal, c'est la semence. C'est ce qu'on met en terre pour avoir le poivrier. Alors, au niveau du poivrier, pour le moment, ce sont les boutures, c'est-à-dire des parties qu'on récolte sur la liane pour replanter.
il y a aussi un autre défi, c'est l'itinéraire technique. Comment planter le poivre? C'est vrai, M. Billet produit du poivre actuellement, mais comment il produit ce poivre? On pourrait avoir un autre producteur qui a aussi sa manière de produire. Donc actuellement, il faut mettre en place une fiche technique qui permet aux citoyens lambda de produire de la même manière le poivre. Et à cette date, cette fiche technique pour le poivre n'existe pas en Côte d'Ivoire? Oui, cette fiche technique n'existe pas. Actuellement, nous avons un projet de recherche pour y aboutir. 180 tonnes de poivre produits par an pour une consommation nationale de 300 tonnes. Vous ne devez pas être très contente de ces performances. Ça veut dire que le reste est importé? Oui, bien sûr. Oui, il y a une marge énorme de croissance parce que nous savons que non seulement on avait 300 tonnes, mais la population ne cesse de croître. Donc avec les producteurs, on espère bien mettre en place un programme qui va nous permettre d'améliorer aussi bien en quantité qu'en qualité. En qualité. Parlons de programme, on sait que entre 2017 et 2019, on parle de 88 500 000 francs CFA qui ont été alloués au projet de la filière poivre. Eh bien, ça servait à quoi? C'était quoi le programme? D'accord. On a d'abord commencé par un diagnostic qui nous a permis de ressortir les différentes contraintes à lever. Nous avons mis en place un plan constitué d'actions prioritaires. D'abord, l'appui aux organisations. Ensuite, pour tenter de résoudre la question du matériel végétal, nous avons mis en place un programme qui est le début, en fait, de l'amélioration variétale, pour la mise en place de variétés performantes. Alors, d'abord, nous avons commencé par chercher à savoir ce que nous avons en Côte d'Ivoire comme matériel végétal de poivre. Donc, nous commençons à mettre en place une collection de poivre. Entendez par là les différents types de poivre qu'on a en Côte d'Ivoire, qu'on met ensemble au CNRA, notre partenaire, qui est notre partenaire technique habituel. Et nous cherchons à savoir qu'est-ce qu'on a comme caractéristiques au niveau de ce matériel végétal, au niveau de la morphologie, sur le plan moléculaire. Nous cherchons à savoir ce que nous avons et sur cette base, nous allons voir comment améliorer ce matériel végétal que nous avons. Donc, c'est ce que vous avez fait. Oui. Est-ce que vous intervenez également au niveau de la commercialisation? Au niveau de la commercialisation, oui. Nous n'avons pas encore mené des activités, mais nous avons l'intention de voir comment appuyer les producteurs pour la structuration du marché. Parlons donc des débouchés. Est-ce qu'il y a un marché sous-régional du poivre? Oh, oui, parce qu'il y a déjà des consommateurs dans la sous-région. Et donc, je pense que ce que Mlle Stéphanie Kofi mijote pour nous est un bon plan. Apparemment, elle se bat suffisamment pour le poivre, Stéphanie. Alors, elle fait ce qu'elle appelle du poivre d'exception, grand cru. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan local, il y a un marché pour ça? Il y a de la clientèle. Il y a de la clientèle. Nous avons de très grands réceptifs hôteliers qui accueillent aussi des clients très VIP. Donc, pour ces clients-là, il faut bien également des produits d'exception. Vous faites la transformation. Exactement. Et aujourd'hui, le poivre, vous le présentez sous quelle forme? Nous le présentons sous la forme, on va dire, sous la forme en poudre déjà, mais également nous l'utilisons comme base pour d'autres produits. C'est-à-dire nous faisons aussi des mélanges d'épices qu'on utilise pour assaisonner le riz, pour assaisonner le poisson, pour mariner la viande, un certain nombre de choses comme ça. Ok. Alors, vous c'est quoi votre emballage? On l'a vu avec Stéphanie tout à l'heure, elle parle de bocaux en verre, importés d'Europe. Alors, vous, dans votre cas, comment vous faites? L'emballage dans votre cas? Oui, c'est l'une des difficultés que nous, les agrotransformateurs, nous rencontrons. C'est l'emballage, comme elle a souligné, parce que pour une meilleure conservation des épices et du poivre, il faut des bocaux en verre. On n'en fait pas en Côte d'Ivoire. Donc, on est obligé, pour l'instant, en Côte d'Ivoire, de travailler avec des bocaux en plastique qui sont vraiment une solution, on va dire, temporaire, mais en même temps qui permettent aux populations de pouvoir accéder aux produits avec un coût assez abordable, on va dire. On veut avoir des emballages en verre. On n'en a pas forcément facilement. Exactement. Si on doit les avoir, il faut les importer. Ça va nous coûter cher. Est-ce que c'est une problématique sur laquelle vous avez aussi l'intention de vous pencher? Oui, bon, le conditionnement des produits, c'est l'une des problématiques parce que pour mettre un produit sur le marché, il faut que ce produit-là se présente bien. Surtout que nous sommes sur un marché où c'est la qualité qui prime. Parce qu'avec le poivre,
c'est un produit assez fin. Alors, on va regarder avec vous, Aka, la stratégie toujours de Stéphanie. Alors, elle se positionne à la fois sur le haut de gamme, avec ses poivres vendus autour, enfin, plus de 6 000, on va dire ça comme ça, et en épicerie fine, et en même temps, des poivres grand public vendus en supermarché. Est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous? Dans les écoles de marketing, ça s'appelle du 20-80. C'est-à-dire 20% des clients apportent 80% du chiffre d'affaires et 80% des clients apportent 20% du chiffre d'affaires. Donc je pense qu'elle a très bien compris. Donc c'est une stratégie qui marche bien. Ouais, un positionnement que vous recherchez aussi? Non. Pas forcément. Pas forcément. On ne vise pas forcément le grand cru. Nous nous limitons pour l'instant aux populations, voilà, et nous voulons aller plus loin même en proposant même des épices même à 25 francs. Donc du poivre à 25 francs parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est là que l'avenir se jouera. On l'a vu en Côte d'Ivoire, le poivre a de très beaux jours devant lui avec des entrepreneurs de la trempe de Stéphanie Kofi, Vianney Aka avec nous sur le plateau, Maître Billet. Je vous propose maintenant de partir dans un endroit paradisiaque, l'archipel de Zanzibar, au large des côtes tanzaniennes, un lieu connu pour ses plages, mais aussi pour ses épices, parmi lesquelles le clou de girofle, qui s'exporte dans le monde entier à prix d'or. Une manne financière indispensable, vous allez le voir, pour l'archipel. Clou de girofle, l'or noir de Zanzibar. C'est un reportage de Thomas Digobadia et Niki Kwame. Au large des côtes tanzaniennes, c'est un archipel paradisiaque dont la renommée a depuis bien longtemps fait le tour du monde. Zanzibar et ses 75 îles de rêve au beau milieu de l'océan Indien. Chaque année, près de 400 000 touristes viennent se prélasser sur ces plages de sable blanc ou plonger dans ces eaux cristallines. On y trouve une biodiversité parmi les plus riches de la planète. Une barrière de corail classée réserve marine protégée où la pêche est interdite à certains endroits. 400 espèces vivent ici, dont la plus connue d'entre elles, les dauphins. Mais ces paysages de carte postale ne sont pas les seules merveilles de Zanzibar. Dans les terres se trouve un autre trésor, les épices. Curcuma, noix de muscade, cannelle, mais surtout la plus célèbre d'entre elles, le clou de girofle. Le clou de girofle, c'est l'or noir de Zanzibar. Jusqu'au développement du tourisme il y a une trentaine d'années, c'était même la principale ressource de l'archipel. Aujourd'hui encore, elle fait vivre plus de 6000 agriculteurs et leurs familles. Depuis Zanzibar, le clou de girofle est exporté dans le monde entier où il se vend à prix d'or, jusqu'à 80 € le kilo en Europe par exemple. Made in Africa vous emmène à la découverte du trésor de Zanzibar, le clou de girofle. Première étape de ce voyage, l'île de Pemba. Pour s'y rendre depuis Stone Town, la capitale de Zanzibar, il faut embarquer à bord de ce petit avion et survoler pendant 1 heure ces eaux aux 1000 nuances de bleu. C'est à Pemba que se trouvent la plupart des plantations de girofliers de l'archipel. Ici, pas de grande exploitation, seulement des petites parcelles cultivées par quelques 6000 agriculteurs. Issa est l'un d'entre eux. Comme tous les matins, il se rend sur sa plantation, héritée de son grand-père. C'est ici que commence ma plantation. J'ai des girofliers de ce côté-là, par ici aussi. Et là-bas, il y a des jeunes pieds que je viens de planter. Cet agriculteur de 67 ans possède environ 300 pieds de girofliers. Des arbres qui peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de haut et donner jusqu'à 6 kg de clous de girofle par an. La prochaine récolte aura lieu dans 4 mois. Une récolte périlleuse, car Issa devra monter tout en haut, cueillir la précieuse épice. Pour l'heure, les clous de girofle ne sont pas arrivés à maturité. Pour s'assurer que la production sera bien au rendez-vous, chaque jour, Issa passe de longues heures à entretenir ses girofliers. Sur sa plantation, ce sont eux qui lui permettront de faire vivre modestement sa famille.
Ici, j'ai des cocotiers, des plants d'ananas, du manioc ou des jacquiers, des manguiers aussi. Mais ce qui me rapporte le plus d'argent, c'est le clou de girofle. À côté de cette épice-là, mes autres cultures ne me rapportent pas grand-chose. À l'avenir, j'aimerais en planter plus. Mais pour cela, il me faudrait plus d'argent. Si la récolte est bonne, cet agriculteur peut espérer gagner entre 3 et 4 millions de francs CFA chaque année. Une fois récoltés, ils sont transportés au village et mis à sécher pendant 2 à 3 jours. Après la récolte, on trie les clous de girofle. Et c'est un travail qu'on fait en famille depuis des dizaines d'années. Ensuite, on les vend au gouvernement et c'est lui qui se charge de les exporter dans le monde entier. Les clous de girofle quittent alors les villages de Pemba. Direction l'île voisine d'Unguja, la plus grande de l'archipel, et sa capitale Stone Town, où les clous de girofle resteront quelques semaines avant d'être exportés dans le monde entier. Stone Town, une ville qui à partir du 19e siècle s'est enrichie grâce au commerce d'épices entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ces bâtiments témoignent encore de ce glorieux passé. À l'époque, c'est le sultan d'Oman qui a introduit les premiers girofliers sur l'île. En quelques années, Zanzibar devient le premier producteur au monde. À partir de là, le clou de girofle va jouer un rôle clé dans l'économie de l'archipel, comme en témoigne Abdallah Rachid, guide de Stone Town depuis 10 ans. Ça, les clous de girofle, c'est en fait, c'est l'or de Zanzibar. Et ça, c'est la culture omanais, parce que c'était les Omanais qui amenaient pas mal d'arbres d'épices à l'époque. Ils ont trouvé que la terre de Zanzibar était très très riche, donc ils amenaient pas mal d'arbres d'épices, ils ont essayé de planter à Zanzibar et c'était bien. Et comme ça, depuis longtemps, la première ressource naturelle du pays était les épices. Et en fait, maintenant, c'est le tourisme. Mais à l'époque, c'était les épices, la première ressource naturelle du pays. Depuis cette époque, Zanzibar est resté un des principaux producteurs au monde de clous de girofle. Aujourd'hui, il est encore 3e derrière l'Indonésie et Madagascar. La culture de cette épice reste stratégique pour l'archipel. En effet, le clou de girofle est la 2e source de revenus de Zanzibar après le tourisme. En 2018, les 8000 tonnes exportées ont rapporté 56 millions de dollars. Ces 10 dernières années, c'est 300 millions de dollars qui sont entrés dans les caisses de l'État. Une manne financière indispensable à cet archipel dont la balance commerciale est déficitaire. Le gouvernement zanzibari, à travers une entreprise d'État, le ZSTC, est le seul à pouvoir acheter la production des agriculteurs et à pouvoir l'exporter. For Zanzibar, le clou de girofle est une culture stratégique pour Zanzibar. C'est pourquoi nous gardons la main sur le commerce de cette épice. Le clou de girofle est vraiment important pour notre balance commerciale. Il représente 80% de nos exportations. Vous voyez bien à quel point c'est important pour nous, et c'est comme ça depuis 150 ans. Ici, il n'y a aucun autre produit qui peut rivaliser avec le clou de girofle en termes d'exportation. Dans les années à venir, le gouvernement veut augmenter la production de clous de girofle à Zanzibar. Et pour cela, il compte sur ses pépinières de girofliers. Ce matin, ces 2 agronomes du ministère de l'Agriculture viennent inspecter leur pépinière créée il y a 2 ans. Cette plante a à peine 3 à 4 mois. Nous la transporterons dans un champ dans 8 mois environ. L'année passée, cette pépinière a produit 22 000 jeunes girofliers. L'année prochaine, elle table sur le double. Sur toute l'archipel, le gouvernement espère produire 300 000 pieds par an dans les années à venir. Ceux-ci seront ensuite distribués gratuitement aux agriculteurs. Les planteurs seront ensuite formés par ces ingénieurs agronomes aux bonnes pratiques agricoles. Le but, doper la production, tout comme la productivité de leur plantation, et donc permettre à l'archipel d'exporter encore plus. Si les agriculteurs respectent bien nos recommandations lorsqu'ils plantent ces jeunes pousses, ils auront plus de girofliers sur leur plantation.
Et donc, ils récolteront plus de clous de girofle. Si on augmente la production, ça fera plus d'argent pour les agriculteurs et leurs familles, mais aussi pour l'État. Ça va faire entrer les devises et permettre au gouvernement de développer Zanzibar. Développer l'économie de l'archipel grâce aux exportations de clous de girofle, c'est l'objectif numéro 1 du gouvernement de Zanzibar. Il veut aussi accélérer la transformation locale des épices. Depuis des siècles, les Zanzibaris transforment le clou de girofle en produits cosmétiques traditionnels. Dans ce petit village du centre de l'île, un groupe de femmes confectionne un baume de massage. Le clou de girofle préalablement moulu est mélangé avec des huiles essentielles telles que l'ilang-ilang afin d'obtenir une pâte. Une fabrication qui reste artisanale. Nous sommes en train de préparer une huile de massage traditionnelle à base de clous de girofle. C'est un produit qu'on prépare depuis des générations. À Zanzibar, le clou de girofle fait partie de notre quotidien. C'est vraiment une culture très importante pour notre économie. Ces pots seront ensuite vendus 800 francs CFA pièce sur les marchés de l'archipel. Depuis peu, l'État s'est lancé dans la transformation à plus grande échelle. En banlieue de Stone Town, il vient d'ouvrir une petite unité. Nassor Saloum est un des responsables. Ce matin, il vient voir l'avancée de la production. Ici, on retrouve la star des épices de Zanzibar, le clou de girofle, mais pas seulement. Sur cette table, de la cannelle ou encore du poivre. Quand les épices arrivent ici, on commence par les trier. On garde celles qui sont de bonne qualité et on jette les épices en mauvais état. On doit vraiment faire attention car on veut faire un produit de la meilleure qualité possible. Un travail de fourmi effectué par ces ouvrières afin de garder les meilleurs grains. Certaines épices seront moulues, d'autres placées telles quelles dans ces flacons. Si ce manager recherche une qualité premium, c'est que depuis quelques années, l'entreprise a lancé des produits haut de gamme. Ces coffrets d'épices au packaging soigné. Jusqu'alors, les épices étaient transformées uniquement pour le marché local et vendues en moyenne 4 fois moins cher. Ces coffrets, distribués dans les hôtels et les aéroports, ciblent les touristes étrangers capables de débourser 12 000 francs CFA. Une nouvelle stratégie qu'elle espère payante sur le long terme. For this time, clove is based on international market because Zanzibar we have no processing industry. Nous visons le marché international. Jusqu'à aujourd'hui, on ne transformait presque rien. On exportait toute notre matière première à l'étranger et c'est là-bas que les clous de girofle étaient transformés. C'est là-bas aussi que se fait toute la valeur ajoutée. Si on se met à transformer plus, ça va être bon pour nous. La valeur ajoutée se fera à Zanzibar et ça va pousser les gens à investir. Si le gouvernement cible en particulier les touristes, c'est qu'ils sont toujours plus nombreux à venir sur l'île et ce, même en période de pandémie. La raison, Zanzibar n'a pas fermé ses frontières. Des touristes qui viennent surfer sur les eaux turquoises, mais aussi découvrir les parfums de l'archipel comme ici, à 1 heure de Stone Town. Ce matin, ces voyageurs originaires de Roumanie vont découvrir comment poussent les différentes épices de Zanzibar au cours d'une balade dans les plantations. Tous ces arbres que vous voyez ici, ce sont des canneliers. Cet arbre, on l'appelle le roi des épices, parce que tout est utilisé. Les feuilles, l'écorce et les racines. Noix de muscade, cannelle, curcuma, vanille. Une à une, leur guide leur fait sentir, mais aussi goûter les épices de l'archipel. Coût de la balade, 25 000 francs CFA. Pour ces touristes, le prix en vaut la chandelle. J'adore les épices, notamment le poivre. Je suis venu car je voulais voir comment elles poussent dans leur environnement naturel.
Ces touristes rapporteront peut-être dans leurs valises quelques-uns de ces trésors, et le plus célèbre d'entre eux, le clou de girofle. Alors, retour en plateau. J'ai une question pour vous. Après ce reportage à Zanzibar, qu'est-ce qui vous aura marqué dans ce reportage? En fait, je retiens que le clou de girofle est une culture qui peut rapporter beaucoup d'argent à des producteurs et même à tout un pays. Oui, c'est ça. Oui, même question pour vous. Je pense qu'il y a eu là un encadrement qui est prévu pour les planteurs de clous de girofle. Et ça, c'est très intéressant pour moi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Vianney Aka, vous, le clou de girofle, vous connaissez? Bien sûr. Je le travaille déjà parce que nous utilisons déjà dans certains de nos produits comme des tisanes. Mais ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est que, bon, je vais commencer par la fin, j'ai vu qu'il y a un entrepreneur qui est comme nous, qui veut également apporter une valeur ajoutée aux différents produits locaux. Et ça, c'est très important. Et également, le business de l'écotourisme qui se développe autour, qui pourrait, pourquoi pas, aider M. Billet et tous les acteurs. Pourquoi pas. Et justement, transformer pour capter de la valeur. On a vu que cette épice est vendue à 80 €, jusqu'à 80 € le kilo. En Europe, c'est quand même une épice qui vaut de l'or. Exactement. Et pour vous dire, en Côte d'Ivoire, c'est l'une des épices les plus chères. Je crois, bon, je vais parler de ce qui est consommé quotidiennement par les populations après la noix de muscade, dont les kilos varient autour de 10 à 12 000. Et après la noix de muscade, vient le clou de girofle, qui tourne autour de 8 à 10 000 francs. Mais pourquoi? Pourquoi ça coûte aussi cher? Certainement, peut-être parce que c'est importé. Voilà, mais alors que c'est très utilisé. C'est très utilisé chez nous parce que les épices en Côte d'Ivoire ont 3 buts. Le but culinaire, le but phytothérapeutique et le but cosmétique. Alors, vous transformez également des clous de girofle. Mais vous les achetez où? On les achète dans les différents marchés avec les différents grossistes. Ok, sur place. Oui, en Côte d'Ivoire, sur place. On n'a pas encore les moyens de faire venir du Zanzibar. Donc, ça viendra, mais bon. Ou pourquoi pas, on fera une culture ici et puis... Alors, on a vu que dans le cas de Zanzibar, le clou de girofle, seconde source de revenus du pays derrière le tourisme, mais il y a une vraie politique qui est construite autour de ce tord noir. Oui, c'est ce que j'ai constaté. Chez eux, c'est l'État qui achète entièrement la production pour l'exporter. Et en Côte d'Ivoire, c'est totalement différent. Totalement. Depuis 2000, on a libéralisé tout le secteur agricole. Donc, chaque secteur agricole s'autogère. C'est vrai que de temps à autre, l'État essaie d'encadrer, mais l'État n'est pas l'acheteur des produits. Alors, si la récolte est bonne en matière de clous de girofle, un agriculteur peut gagner entre 3 et 4 millions de francs CFA, donc l'équivalent par an. Bon, ça dépend de la taille de sa production, bien sûr. Est-ce que ça vous intéresse aujourd'hui? Est-ce que d'abord c'est faisable? Est-ce que la terre de Côte d'Ivoire y est propice? Est-ce que, après avoir vu ce reportage, par exemple, ça vous intéresserait de vous lancer dans la production de clous de girofle? Je dirais oui, parce que personnellement, je suis pour la production de toutes sortes d'épices. Oui. Et donc, le clou de girofle serait le bienvenu si éventuellement il réussit sur notre territoire. Pour la mise en place d'une filière, on essaie de faire une étude de faisabilité. Parce que c'est vrai que le clou de girofle réussit bien au Zanzibar, mais en Côte d'Ivoire, il faut voir si les conditions édaphiques, c'est-à-dire le sol, le climat, la végétation et autres, sont propices à cette culture. Et puis voir comment développer la filière, mais c'est à la suite vraiment d'une étude bien menée, bien ficelée, qu'on puisse avoir les informations vraiment qu'il faut avant de s'aventurer dans ce genre de... Auparavant, à Zanzibar, ils exportaient la totalité de leur production. Désormais, vous avez fait remarquer, ils font de plus en plus la transformation locale. Et on a vu même des bocaux en verre là-bas. Donc ils veulent vraiment donner toute la valeur à leurs produits. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est stratégique pour nous
de capter cette valeur-là sur le plan local? Oui, il est très important de transformer localement parce que la valeur ajoutée permet de créer des emplois ici et elle permet aussi de mettre sur le marché des produits vraiment de qualité. Au-delà quand même du clou de girofle qui est fait l'objet de ce second reportage, il y a quand même toutes les épices qu'il nous faudrait être à même de transformer sur place. Est-ce qu'au niveau du FIRCA, justement, il y a des plans pour aider à la transformation sur place? Où on en est? Au niveau des épices, au FIRCA, nous travaillons sur le poivre actuellement et un peu au niveau du gingembre. Et au FIRCA, les activités que nous menons dans le domaine de la transformation, c'est la génération de technologies. C'est-à-dire voir les technologies qui ont été éprouvées ailleurs ou même ici et voir comment les multiplier sur le plan national, comment faire en sorte que les acteurs aient accès à ces technologies-là. En tout cas, on a vu que les épices, c'est porteur de valeur. On a vu le clou de girofle, le poivre, la cannelle, curcuma, vanille. Le marché des épices est-il dynamique sur le continent? Le marché des épices est dynamique. J'ai envie de dire le business de la bouche est dynamique. En général? Oui, en général, parce que c'est H24, 365 jours sur 365 jours, et on mange tous les jours. Donc, les épices, c'est vraiment ce qui apporte, on va dire, un peu de lumière dans notre... Alors, moi j'ai cité des épices comme ça, pêle-mêle, oui. mais vous, quand vous pensez, quelles sont les épices qui, selon vous, se distinguent en particulier sur le continent? Oui, mais toutes les épices que vous venez de citer se distinguent sur le continent. Par exemple, nous avons la vanille qui fait vivre Madagascar, parce que ça fait partie de l'une des épices les plus chères. On a le safran qui fait vivre le Maroc, ou du moins qui a vraiment un poids dans le développement du Maroc. Il y a pas mal d'épices comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas ces épices-là. Nous travaillons essentiellement sur le gingembre, le curcuma, le poivre. Et vraiment, je pense qu'il est important pour nous de pouvoir renforcer nos acquis et afin de mieux se préparer pour les défis à venir. En tout cas, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup parlé de café, de cacao, de cola, je vous regarde, d'anacarde. Je pense que, mesdames et messieurs, l'heure est peut-être venue également de jeter un regard sur les épices qui sont porteurs de valeur. Merci madame, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation et je vous souhaite, comme chaque 2 semaines, à la fin de l'émission, une bonne suite de programmes sur RTI. Vous avez suivi ce programme avec la gamme 100% fruitée, sélection de Presea.